Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle saison de l'Université populaire de Ville-en-Ville. Vous l'avez compris, ce soir, nous sommes en direct avec de nombreux autres cinémas. Et nous sommes évidemment ravis de leur proposer ce soir l'avant-première du film Le procès Goldman, en présence de Cédric Kahn, qui est en route et qui nous rejoindra à l'issue de la projection. Voilà, donc normalement nous sommes bien en direct avec les 36 autres cinémas. Je vais ouvrir la conversation avec quelques questions. Et puis ensuite, bien sûr, comme à chaque fois, le micro passera dans la salle Fellini. Et les autres salles pourront nous adresser leurs questions par SMS. Quand je dis les autres salles, c'est à la fois la salle de Pessac, la salle Charlie Chaplin, et les 36 autres salles qui sont en retransmission. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. On fait partie des salles qui ont le privilège de présenter cette avant-première. Alors, ce qui frappe d'emblée quand on regarde votre film, c'est ce personnage de Pierre Goldman qui a une personnalité, un itinéraire totalement incroyable, extraordinaire. Quand vous vous intéressez à ce personnage, comment vous décidez finalement de vous concentrer sur ce procès-là? Comment ça se passe? Comment vous anglez en quelque sorte? Vous m'entendez? C'est bien si je parle comme ça. Ça vient par étapes. D'abord, je me dis que, après la lecture du livre de Goldman, je me dis qu'il y a un film à faire sur lui, mais plus sur sa personnalité que sur son histoire d'ailleurs. Assez vite, je me dis, mais son histoire est pas si... c'est une suite d'échecs, de renoncements. On a le sentiment qu'il arrivait un peu... qu'il a fait toutes les guerres, mais un peu trop tard. Mais par contre, je trouve que sa personnalité est très captivante, quoi. Enfin, comme j'espère dans le film, il est très... Ça, vous le ressentez à la lecture du livre? Ouais, je ressens à la fois très brillant, très beaucoup d'esprit, aussi très provocateur, très transgressif, beaucoup de zones d'ombre. Enfin voilà, je trouve qu'il est aussi inquiétant. Enfin, je trouve qu'il est très riche et qu'on change beaucoup d'avis sur lui. Et c'est important parce que c'est cette sensation que j'ai eue du livre que finalement j'ai voulu qu'on ait dans le film. Souvent, le point d'arrivée rejoint le point de départ. C'est-à-dire que la première sensation sur un sujet, sur un personnage, sur un film à faire, en tout cas, c'est intéressant de jamais la perdre de vue. Donc c'est vrai que le point de départ, c'est la personnalité de Goldman qui me paraissait très complexe et je voulais trouver un dispositif qui permette de le montrer dans toute sa complexité. Et l'idée de se concentrer sur le procès est venue comme ça plus tard. C'est un projet que j'ai porté longtemps, ça fait au moins 15 ou 20 ans que je veux faire un film sur Goldman. Un jour, je me suis dit, mais ce qui m'intéresse chez Goldman, c'est sa parole, sa dialectique, sa pensée. Et je me suis dit, finalement, le meilleur endroit, la meilleure scène pour sa parole, c'est le procès. Et puis, je trouvais aussi que le procès permettait de rester à bonne distance du personnage. Voilà, je voulais en même temps montrer une certaine admiration, fascination qu'il pouvait exercer, mais moi, personnellement, j'avais pas envie de m'identifier à lui. Voilà, j'aimais bien cette distance du procès. Alors, donc du coup, c'est le second procès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure vous avez utilisé la matière originelle des minutes du procès? Là, l'intervention de Benjamin, qui était là il y a quelques secondes. Alors, au départ, moi, je voulais faire les deux procès, en fait. Je voulais faire recto verso, quoi. Le procès qui se passe mal et le procès qui se passe bien. Puis, assez vite, Benjamin, le producteur, nous a mis en garde que on risquait d'être sur des modules un peu répétitifs parce que c'était les mêmes témoignages et probablement les mêmes questions, même si ça aurait fait un film un peu didactique dans le sens où on aurait vu qu'avec les mêmes témoignages, la justice pouvait pencher d'un côté ou de l'autre. Donc on s'est dit qu'on allait se concentrer sur le deuxième procès qui est plus spectaculaire, puisque quand même Kiechman et Goldman réussissent l'exploit d'obtenir cet acquittement pour le meurtre des deux pharmaciennes. Mais par contre, on ne s'est pas du tout empêché de rapatrier des éléments du premier procès ou même des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque. En fait, officiellement, on a fait le deuxième procès Goldman, mais en fait, on est un peu plus large. Vous avez fait en quelque sorte une sorte de synthèse des deux ou... Non. Ça reste... À 80%, c'est le deuxième procès, mais on a rapatrié des éléments qui nous paraissaient indispensables, comme la plaidoirie de l'avocat général. Elle vient du premier procès, elle est particulièrement bien construite. Enfin voilà, de mémoire je sais plus, mais on s'est pas interdit de rapatrier des éléments du premier procès, et puis on a même rapatrié des éléments qu'on a appris sur Goldman plus tard. 5, 10, 15 ans plus tard, on les a aussi intégrés au procès.
Alors, on parle de la matière du film. À la fin, dans les remerciements, on voit que vous remerciez justement les deux avocats, notamment Georges Cashman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé avec eux? Est-ce qu'ils ont accepté assez facilement? Travailler, c'est un grand mot. On les a rencontrés, ils nous ont raconté, ils nous ont mis en garde, ils nous ont mis en garde sur quoi, par exemple? Sur la pertinence de faire le film, enfin voilà, je sais plus exactement, mais ils étaient pas acquis d'emblée à l'idée qu'on fasse un film sur Goldman. Mais en même temps, ils étaient très ouverts, très accueillants. Ils nous ont livré quelques archives, notamment les lettres qui sont lues dans la première scène. Voilà, non, ils étaient très ouverts, mais on les a pas sollicités pour travailler sur le scénario et ils n'ont pas demandé, on leur a pas fait vérifier le scénario. D'accord, ils n'ont pas été conseillés juridiques ou... Non, moi j'ai fait lire le scénario à une avocate de pénal, mais qui avait rien à voir. Enfin voilà, Ouais. Non, parce que c'est toujours compliqué pour des gens dont on raconte l'histoire et qui ont été, eux, de leur vivant dans cette histoire. C'est toujours compliqué d'avoir la bonne distance avec la fiction, avec le cinéma, donc je me méfie un peu, voilà. Alors, il y a évidemment, il y a plusieurs acteurs dans le film, mais il y a quand même l'acteur principal, Arieh Voltaire, qui est très impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous l'avez choisi et comment vous avez travaillé avec lui? Parce que c'est vrai qu'il pose le film dès les premières... On a fait une shortlist d'acteurs qui nous semblaient capables d'endosser le rôle. Une très shortlist. C'était compliqué, il fallait un acteur très complet, quoi, qui soit à la fois... qui puisse évoquer une forme de brutalité, de violence, mais aussi une grande intellectualité. Parce que c'est un peu la particularité de Goldman, c'est qu'il est à la fois voyou et intellectuel. Et il fallait que ces deux choses-là soient très présentes. Il fallait quand même que, même si on se dit qu'il l'a pas fait, qu'on puisse dire que c'était quand même possible qu'il l'ait fait. Il fallait pas que ce soit une hypothèse qui soit totalement écartée par l'interprétation de l'acteur. Et il fallait aussi un acteur capable de soutenir un texte comme ça, parce que le texte est quand même très dense, très brillant. Enfin, des fois, il parle comme un livre. Et donc, voilà, on a fait des lectures avec ces 5 acteurs. Et je dois dire que la lecture d'Arieh, c'était très au-dessus des autres. Au point qu'au bout d'une scène, j'aurais pu lui dire qu'il faisait le rôle. Je ne l'ai pas dit, parce que je l'ai laissé lire le scénario jusqu'au bout. Mais... Alors, ce qui est impressionnant quand on voit le film aujourd'hui, en 2023, il y a quand même l'idée qu'on est dans une autre époque réellement. C'est-à-dire que ce Pierre Goldman, il reconnaît avoir réalisé des braquages à main armée, quand même. Et il est soutenu par Simone Signoret, par... une grande partie de l'intelligentsia de l'époque, mais aussi, même plus largement, par certains médias, etc. Il y a des comités qui se mettent en place. Quel est votre regard à vous sur cet aspect-là, quand même, sur le fait que, quand bien même il est reconnu comme innocent pour le meurtre des 2 pharmaciennes, il a un passé de militant d'extrême gauche, mais néanmoins... Voilà, c'est quelqu'un qui il a jamais nié une forme de brutalité, il a jamais nié les 3 autres braquages dont il est accusé, donc il assume quand même un passé et une attirance pour la vie de voyou. Il suscite une forme d'admiration. Ah ouais, total. Il y a même une mythologie autour de lui. D'abord, il est admiré comme écrivain parce que son livre stupéfait les gens, vraiment, parce qu'il est très bien écrit, parce que c'est aussi un des premiers à parler de cet héritage de la Shoah, enfin voilà, qu'il convoque aussi l'histoire de ses parents. La force de Goldman, il faut bien comprendre, c'est qu'il convoque des choses qui sont plus grandes que lui, en fait. Il convoque la Shoah, il convoque la Révolution. Et c'est vrai que quand je dis toute, il y a sûrement des exceptions, mais une grande partie de l'intelligentsia de gauche de l'époque le soutient, mais de façon sans aucun doute sur personne, il n'y a aucun soupçon sur sa culpabilité. Voilà, c'est vraiment c'est des fans, quoi. Ils sont très fans. Voilà. Et c'est vrai que c'est étonnant. C'est quand même, avec le recul, avec les années, c'est étonnant qu'il ait réussi une telle hégémonie autour de lui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelques questions dans la salle? Oui, voilà. Voilà. Il y a une question déjà là-bas. Et donc, vous pouvez envoyer vos questions par SMS. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bravo déjà pour cette œuvre. J'ai été très surpris, je ne suis pas habitué au procès d'assises,
mais j'ai été très surpris par le bazar qui régnait dans la salle. C'est inspiré de témoignages, enfin, c'était une vérité à l'époque, entre guillemets. C'est un mi-chemin de vérité. C'est-à-dire que d'après les commentateurs et les commentaires de l'époque, c'est un procès un peu bordélique, pas très bien tenu. On dit que le président, que la personnalité du président influe beaucoup sur la tenue des débats. Donc visiblement, c'était d'abord Goldman intervenait à tout bout de champ, il coupait la parole à Kiechman, il voulait absolument garder la maîtrise de sa défense. Comme on a montré dans le film, les jurés posaient des questions. Enfin bon, voilà, cette altercation entre Kiechman et Garot sur le fait de respecter l'ordre des débats, elle a vraiment eu lieu. Hein. Donc on n'est pas totalement... Mais je pense que pour les besoins du cinéma, j'ai un peu exagéré. Alors, j'ai une question là sur le fait que... Est-ce que vous avez montré le film à... Ou est-ce qu'il l'a vu Régis Debray. Est-ce qu'il a eu une réaction particulière? Aucune réaction parce qu'il n'a pas encore vu le film. D'accord. Il était un peu réticent à voir le film. Puisque un ami à lui qui était dans une salle m'a dit il faut absolument inviter Régis, il faut absolument qu'il voit le film, puis il a servi d'intermédiaire. Il a dit oh mais j'ai le temps. Enfin je sais pas, il y avait une petite réticence de la part de Régis Debray à voir le film. Bien qu'on lui ait dit qu'il était dans le film, représenté en tout cas. Je sais pas, il faut que je le rencontre pour éclaircir cette question. Il faut attendre un petit peu. Alors, pourquoi avoir filmé en 4/3? Donc ça, c'est une question qui vient d'une autre salle. Donc un format presque carré, vous l'avez vu à l'image. Alors, pourquoi? Parce que j'aime bien. Voilà. Peut-être ça fait penser au format des anciennes télés de l'époque. Voilà. Alors déjà, j'adore ce format. Ça fait très longtemps que je cherche l'occasion de faire un film en 4/3. Donc là l'occasion me paraissait assez idéale parce qu'effectivement, je voulais qu'on se rapproche du format INA, archive en fait. Les dossiers de l'écran. Voilà. J'aimais bien qu'il y ait un côté film d'archive comme un faux documentaire. Et puis je trouvais intéressant de travailler l'image plus en profondeur qu'en largeur en fait. Souvent au cinéma on cadre beaucoup de gens dans la largeur de l'écran, enfin, parce qu'on a le personnage principal. Là, je suis là. Il y a le personnage principal au milieu, puis on voit des gens à droite à gauche. Là, les gens sont plutôt cadrés dans la profondeur. On voit beaucoup de monde, mais derrière ou devant les acteurs qui parlent. Alors, une autre question, s'il n'y a pas dans la salle Fellini, savez-vous si une enquête postérieure a pu révéler un autre suspect? Alors ça, c'est une très bonne question, à laquelle que je m'étais jamais posée pendant l'écriture du scénario. Et il y a un gamin, j'ai fait un débat à la Fémis avec des étudiants, et un gamin au premier rang m'a dit « Mais la police, ils ont cherché le coupable ?» Et tellement je m'étais pas posé la question, j'ai même pas compris la question en fait. Et après, j'ai cogité, j'ai dit « Bah oui, évidemment, c'est très pertinent. » Et ben, à ma connaissance, il n'y a pas eu de relance d'enquête. Voilà, je vois que ça fait réagir. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle, alors il y a des personnes de la salle Chaplin qui nous rejoignent. Là, il y a une question. Il y a des places plutôt en bas, oui. Allô. Oui, vous disiez que ça fait une quinzaine d'années que vous aviez envie de faire le film. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, peut-être dans les événements politiques même, récents, on parle quand même beaucoup... Non, franchement, ouais, je sais, j'ai pas fait la connexion immédiate. D'abord, il faut voir que le temps du cinéma, c'est pas tout à fait le temps de l'actualité. Donc, oui, c'est pour ça que je me pose. Parce que j'ai lancé le film, il y a l'idée du film vraiment sérieusement. J'ai proposé le film à Benjamin il y a 2 ans à peu près. Donc on n'est jamais dans une... À la limite, on voudrait faire un film en se disant « Ah, c'est d'actualité, on est sûr de taper à côté. » Parce que le temps qu'on fasse le film, l'actualité... C'est plus d'actualité. Voilà, exactement. Donc... non, ça n'a pas été... Non, à intervalles réguliers, je me disais, il faut que je fasse ce film sur Goldman, mais je me disais, comment un dessin animé, je sais pas, enfin, je suis passé par toutes sortes d'idées fantasques. Et puis, ça a été la rencontre déterminante a été avec la scénariste Nathalie Herzberg, qui, elle, avait travaillé sur un scénario sur Goldman, déjà, il y a aussi une quinzaine d'années. Et voilà, en parlant avec elle, j'ai dit, mais il faut faire ce film sur Goldman. Et là, tout était clair. On va faire le procès, seulement le procès. Ça sera un film sur la dialectique, sur la parole, sur le pouvoir de la parole. Enfin voilà, je sais pas. Comme on dit, des fois ça va vite et des fois il y a un temps de maturation, voilà, qui est difficile à estimer. Mais voilà, j'étais mûr et surtout j'aimais bien l'idée de faire un film comme ça, très, très concentré, très ramassé. Alors,
d'abord un message concernant Maxime Le Forestier. Pour moi, Goldman était lié à une chanson de Maxime Le Forestier. C'est vrai. Merci pour avoir comblé mes lacunes. Et alors, il y a plusieurs questions sur l'assassinat de... Le titre de la... il faut trouver le titre de la chanson de Maxime Le Forestier qui rend hommage à Goldman. Alors, qui le sait dans la salle? C'est un quiz. Personne. Vous le savez, vous? Mais c'est pas le titre de la chanson. Je pense que quelqu'un va finir par le trouver. Ouais, mais si vous regardez sur Internet, c'est triché. Alors, une question au sujet de l'assassinat de Goldman. N'a-t-on vraiment aucune piste? Quel est le peu que l'on sait? Merci. Ah non, on a plein. Alors, une autre question qui va dans le même sens. Pourquoi le panneau final n'évoque pas la revendication de l'assassinat de Goldman par Honneur et Police? Vous vous souvenez des dossiers de l'écran quand il y avait les questions qui arrivaient des téléspectateurs? On est en plein, ouais. On se croirait là-dedans. Il y a plein d'hypothèses sur l'assassinat de Goldman. C'est le contraire. Il y a trop de pistes, en fait. Ça, c'est aller de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par la police, en passant par des règlements de compte de voyous. Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup d'hypothèses. Mais c'est ça qui construit la légende de Pierre Goldman, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inconnus, en fait, dans son histoire. Tu as une question dans la salle, François? Oui. Attends. La vie d'un homme. Donc, Maxime Le Forestier, la vie d'un homme. Alors, une question à Pessac. Oui, bonsoir. En travaillant sur ce film, je pense, vous avez, c'est moi, je suis là. Vous avez certainement, enfin, j'en suis sûre, énormément lu, recherché, etc. sur toute cette affaire, et vous n'avez jamais douté de l'innocence de Goldman, ainsi que de la véracité de l'alibi que lui a fourni son ami. Alors, je vais retourner. Il y a une autre question qui va dans ce sens-là. Quelle est votre intime conviction? Alors, c'est plus intéressant votre question. C'est mieux, parce que je vais vous retourner dans la question. Qu'est-ce qui vous fait penser dans le film que je ne doute pas de l'innocence de Goldman? Mais, pardon, je vous pose la question parce que moi-même, avant de venir voir le film, j'ai cherché de la littérature là-dessus et j'ai lu que des doutes avaient été émis plus tard. Non, mais je pense qu'à la vision du film, la place est laissée au doute. Et je dirais même que Kiechman, dans sa plaidoirie, laisse aussi une place au doute. Mais il plaide le bénéfice du doute, justement. Je crois, très nettement, Kiechman ne plaide jamais l'innocence de Goldman. Il plaide le bénéfice du doute et il dit qu'un État de droit doit respecter la présomption d'innocence, ce qui est imparable. Et il décrédibilise suffisamment les témoignages, il les fragilise, il montre les contradictions des témoins pour dire que finalement il n'y a pas de preuves. Déjà, il n'y a pas de preuves matérielles, ça tout le monde l'admet. Donc voilà, donc en gros, on dit qu'il n'y a pas assez pour condamner Goldman ni à la peine de mort, ni à la perpétuité. Mais j'ai l'impression que le film laisse la place au doute. Et même l'alibi de Goldman, il est quand même montré dans le film comme extrêmement fragile. Alors, il y a une question ici, là. Oui, Troisième rang. Alors, on va vous passer le micro, monsieur, le micro, pour que tout le monde puisse entendre, et notamment les autres salles. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre film et il tombe à un moment intéressant en France. Dans un autre film, on voit aussi un autre procès se produire. L'autre film est très très bien, tout le monde aura compris de quel film je parle. Sur cette affaire, ça se passe quand même entre les années 73 et 76. En 71, il y a un excellent film qui paraît, qui s'appelle Le chagrin et la pitié. En 73, il y a un très bon livre d'histoire qui paraît, de Paxton, sur la France de Vichy. Autrement dit, on n'est plus dans la période où la résistance joue un grand rôle, où la révolution est toujours présente, mais on est déjà dans une France qui se penche sur son passé, et notamment par rapport à tout ce qui s'est passé entre 40 et 45 par rapport aux Juifs. Et concrètement, ce qui se passe aussi avec Goldman, c'est que dans un pays où on a tué quand même 80 000 Juifs,
qui était parfaitement innocent, ce pays s'est refusé à en condamner un qui était peut-être coupable. Et je vois aussi le film comme ça, et cette période, pour ma part, je la vois comme ça. Ouais, c'est une bonne analyse. C'est pas une question, mais c'est une bonne analyse. Je pense qu'effectivement, ce moment où Goldman a parlé de ses parents et de cet héritage de la Shoah, je pense que c'est le début des récits, effectivement. Je pense que jusque-là, il n'y avait pas eu beaucoup de récits sur cette période. Que ça aussi, ça a participé du fait que ça lui a donné un statut particulier. Beaucoup de gens se sont identifiés à lui pour cette raison-là. Et effectivement, peut-être qu'il y avait une inquiétude de faire d'un juif une victime du système judiciaire français. Ouais, peut-être ça a participé. Ouais, bien sûr. D'ailleurs... On vous entend plus là. On vous entend plus puisque vous avez le micro. Oui, je pense un peu ça parce qu'apparemment en 1974, Giscard est élu et il y a pas mal de gens qui insistent autour de lui pour que l'affaire Goldman se termine au mieux, quoi. Voilà. Alors il y a d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant entre l'ouverture et la fermeture du film sur ce point-là précis, puisque Pierre Goldman, quand il se présente, assume le fait qu'il n'a pas de témoin de moralité en disant si vous me jugez que sur les faits et que sur ma personne et j'ai pas besoin que quelqu'un témoigne en ma faveur. Sauf que à la fin, in fine, la plaidoirie de George Cashman revient sur son père, en fait, sur l'histoire de son père et de ce qui est finalement... surtout la plaidoirie de l'autre avocat. De l'autre avocat, ouais, qui fait un hommage totalement lyrique au père de Pierre Goldman sur la résistance et tout ça, qui est à la fois très bouleversant et assez déplacé en même temps, parce que évidemment ça nous éloigne de l'affaire. Mais ça va dans le sens, tout ça a joué. Mais évidemment, tout ça a joué. Les parents, enfin le père surtout, le fait qu'il ait été un héros de la résistance, reconnu par la France. Oui, tout ça a joué, bien sûr. Il y avait un contexte. Mais d'ailleurs, au-delà de l'affaire Goldman, est-ce que vraiment on peut juger, surtout dans les grands procès médiatiques, les procès comme ça, un peu événementiels, est-ce que finalement on peut juger, pour les jurys, ils peuvent totalement s'extraire du contexte en fait? Ça c'est une vraie question. Alors, on a... Ah, ici, d'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et bravo pour le film. Deux questions Merci. de pure forme. Il n'y a pas de musique. Ah, ça vous a coupé le micro. Le sifflet. Allô? Oui. Oui. Oui, il n'y a pas de musique du tout. Je suppose que c'est complètement volontaire. Et il y a une espèce de dominante des couleurs brun-marron, je dis, et noir, avec les robes des juges. Qui ne sont pas rouges. Qui ne sont pas rouges. Est-ce que c'est complètement volontaire? Et une petite question de forme. L'alarme de la vieille dame, à un moment de la plaidoirie, c'est fortuit ou c'est scénarisé? Alors, il y a plein de questions. Les couleurs, c'est la même réponse que le cas de tiers, et que la musique, en fait. En fait, pour moi, il n'y a pas de question de forme. La forme vient toujours en réponse au fond, en fait. Donc l'idée, c'est de faire un film de procès, rien que de procès, c'est de rendre hommage au travail de la justice, c'est de rendre hommage à la parole, enfin de restituer la parole la plus contradictoire possible. Et donc, il était évident que le film serait plus efficace et plus pertinent en le dépouillant du maximum d'artifices, en fait. Pas pour emmerder les gens, mais parce que je me disais que de la musique ou des flashbacks ou de la couleur, enfin toute chose qui nous détourne l'attention de la parole, viendrait d'une part folkloriser tout ça. D'ailleurs, il y a très peu de folklore judiciaire aussi. Il y a très peu de gens qui lèvent la main, les arrivées, les départs, tout ça. C'est vraiment, on est toujours au ras de la parole. Et puis surtout, ma crainte, c'était que la musique ou des flashbacks créent du point de vue, en fait. C'est-à-dire donne une indication d'opinion au public dans la salle. Donc c'était un peu, en fait, c'était presque naturel. Il n'y avait pas tellement d'autres... vu le film que je voulais faire, j'avais pas tellement d'autres choix que d'arriver à cette forme-là. Et les réactions de la salle, alors, globalement,
moi, on dit les figurants, mais j'aime pas ce mot parce que ça devient quasiment des acteurs. Les gens qui sont dans la salle, mon public, de mon procès, de mon faux procès, ils étaient au courant de leur fonction sociale. Chacun savait s'il était un soutien, un flic, la partie civile. Bon, ils connaissaient leur fonction dans le procès, mais ils ne connaissaient pas le scénario et ils n'avaient aucune indication de réaction. La salle était totalement libre de ses réactions. Donc les acteurs jouaient vraiment au ras du texte et le film était tourné dans l'ordre, donc ils découvraient les débats vraiment au fur et à mesure du procès, comme vous, le film. Ce qui est exceptionnel, normalement on ne tourne pas dans l'ordre. Voilà, enfin, le dispositif le permettait puisqu'on tournait tous les jours au même endroit, donc en général on privilégie le fait de faire tout un décor puis un autre. Et donc évidemment les réactions, les gros plans dans le public n'étaient pas commandés ni commandité, mais par contre, moi et les assistants et les cadreurs, j'avais donné consigne aux cadreurs d'aller sur les visages qui exprimaient une émotion. Ça répond à la question. Donc cette femme pleurait, et même je peux vous dire, parce que l'acteur qui fait Kiejman a refait au moins 10 ou 15 fois sa plaidoirie, et je crois qu'elle a pleuré à chaque plaidoirie. Alors, je peux poser une question? Oui. Oui. Je voulais savoir les autres malversations de Goldman, qui relèvent plus de la voyoucratie que d'autre chose. Enfin, c'est ce qui apparaît dans le film. Est-ce que dans le bouquin ou par d'autres canaux, il a essayé de donner un habillage politique à ces hold-up? Vous parlez des hold-up qu'il a reconnus? Oui. Eh ben, dans le procès, il dit que c'est pour s'acheter des chemises et payer des tournées dans les bars, je crois. Ce qui est un habillage moyennement politique. Après, il y a des histoires, on ne sait pas. Moi, j'entends beaucoup d'histoires, évidemment. Alors, on m'a raconté beaucoup d'histoires avant, et depuis que le film est fait, on me raconte encore plein d'autres histoires. Donc, il y a aussi l'hypothèse qu'il devait de l'argent, qu'il était endetté auprès de certaines organisations révolutionnaires. Donc, peut-être que ces braquages étaient des actes révolutionnaires. À un moment, il y avait beaucoup d'ambiguïté entre et d'ailleurs, il a été avéré qu'il a participé à un braquage au Venezuela. Enfin voilà, des fois, au nom de la révolution, il y avait certains braquages qui étaient commis, soit pour remplir les caisses de la révolution, soit pour se détendre, je sais pas. Il y a multiples raisons, et même, je crois que ça pouvait être même jusqu'au fait d'admettre qu'il pouvait y avoir des dommages collatéraux, des morts. C'était des morts au nom de la... Il faut comprendre que les révolutionnaires, ils vivaient dans une forme de guerre, en fait. Donc, pour eux, ils étaient des guerriers. Et donc, dans une guerre, s'il y a des morts, dans le fond, ça fait aussi partie de la guerre. Alors après, voilà, ça flirtait avec le braquage, la voyouterie, comme on dit. Et voilà, je pense que Goldman, il était à ce carrefour-là. Alors, la question, c'est, est-ce que lui s'est justifié de ces braquages? Bah non, on voit bien au procès, il ne se justifie pas tellement, non? Et d'ailleurs, c'est le fait qu'il assume de façon aussi franche ces braquages-là qui sèment... Alors on se dit, alors s'il dit qu'il n'a pas fait le 4e, c'est qu'il ne l'a pas fait. C'est ça qui sème le trouble. Il y a une question au fond de la salle, je suis là-haut. Ok. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question à propos de la figure de Simone Signoret, qui, tout à fait au début, évidemment, attire les journalistes, et ensuite les caméras sont très discrètes sur elle, mais c'est sur son positionnement. C'est volontairement que vous l'avez placée derrière les rangs de policiers et pas du tout sur la droite, derrière Jean-Jacques Goldman, la famille et les soutiens de Pierre Goldman. Elle est entre les policiers et les Antillais, dans mon souvenir. Oui, vous avez vu le film plus récemment que moi. Donc voilà, oui, elle est sur la gauche, il y a 2-3 rangs de policiers soutiens des témoins, ouais. Et puis derrière... On n'a pas fait un truc si bien rangé que ça. Elle est pas dans le camp des gens qui manifestent bruyamment. Ouais, mais en fait, les gens qui manifestent bruyamment, ils sont un peu répartis partout dans la salle, les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes gauchistes, ils sont au fond sur des bancs, mais ils sont partout. Les policiers sont un peu naturellement assis derrière la partie civile. Et derrière la famille Goldman, c'est plutôt des badauds, c'est des gens d'Amiens, enfin, qui sont un peu neutres. Il y a aussi des gens neutres dans la salle.
Et Simone, on l'a mis là. Mais Simone, c'est un symbole, parce qu'en fait, il y avait 100 personnes, je crois, dans le comité de soutien de Goldman, et beaucoup de célébrités. Donc on a mis la plus célèbre des célébrités pour l'ériger en symbole, et pour suggérer que ce procès avait été très médiatisé et très people. Mais l'idée, c'était pas de la montrer trop. Et puis en plus, c'est pas la vraie Simone Signoret, donc on voulait pas trop... En fait, je vais vous dire, mon obsession, c'était surtout de la cacher. Pour qu'on la voit pas trop. Et alors, elle comprenait pas. Parce qu'elle, elle pensait vraiment qu'elle était Simone Signoret. Donc, elle me disait, mais pourquoi j'ai pas plus d'échanges avec Goldman? Je pourrais aller le voir. Je disais, ouais, c'est une bonne idée. Mais on va... Donc, en fait, on a essayé que ça soit discret. Alors, parmi les questions, il y a une question sur le lien de parenté entre Jean-Jacques Goldman et Pierre Goldman. Ah, il faut que je réponde là-dessus? Bah, tout le monde le sait, non? Ah, bah, visiblement, pas tout le monde. Alors, pas la personne qui a posé la question. C'est officiel, ils sont demi-frères. C'est-à-dire que Jean-Jacques Goldman, ainsi que son frère et sa sœur, sont les enfants des deux parents qu'on voit dans la salle, c'est-à-dire Alter Goldman, le père biologique de Pierre Goldman, et sa femme, qui est donc la belle-mère de Pierre Goldman. Tout le monde a compris que la mère n'était pas au procès, qu'elle vivait en Pologne à cette époque. Alors, d'autres questions? Oui, j'amène le micro pour le monsieur, là. Et voilà le micro. Le film débute avec une conversation entre deux des avocats, quelque chose qui nous plonge brutalement en fait dans ce film. Et les courriers qui sont lus sont-ils historiques ou en partie recomposés? Alors, la scène est totalement inventée. Cette conversation entre ces deux avocats à une semaine de l'ouverture du procès n'a pas eu lieu. Enfin, elle a peut-être eu lieu, mais on ne nous l'a pas raconté en tout cas. Et donc toute leur conversation sur l'innocence, la culpabilité, le judaïsme, etc., c'est totalement fictionnel, mais les lettres sont totalement authentiques. Alors, dans le prolongement d'une question de tout à l'heure sur l'assassinat de Pierre Goldman, j'ai le message suivant. Merci pour ce film très réussi, bravo. Des éléments de réponse à la question sur l'après-procès et surtout sur son assassinat. Karl Lasque, journaliste à Mediapart, a publié le 23 août 2023, cet été, un article très fourni sur l'assassinat de Pierre Goldman en septembre 1979, perpétré par un commando de 3 personnes d'extrême droite. Il serait tellement bon de faire un nouveau film sur cette tragédie. Alors, moi j'ai lu l'article de Mediapart m'a été envoyé à peu près par 50 personnes, donc je l'ai lu. L'article de Mediapart, si je l'ai bien lu, relate des révélations qui remontent au moins à 10 ans plus tôt, dans un documentaire de Canal+. C'est une version de l'assassinat de Pierre Goldman. Je crois pas que ça soit la version officielle. Il n'y en a pas. Moi, après, je peux vous faire mon hypothèse personnelle, mais bon, je suis pas du tout spécialiste. Hein, j'ai aucun. Il a été abattu en pleine rue, en pleine journée. Je trouve que, pour moi, ça ressemble au règlement de compte chez les voyous. D'accord. Alors, une autre question. Les deux victimes et leurs familles sont un peu oubliées. Est-ce que c'est un parti pris? Alors, redites. Les deux victimes, les deux pharmaciennes en fait. Ah. Et leurs familles sont un peu oubliées. Est-ce que c'est un parti pris? Ben, on a mis quand même, on a fait figurer la partie civile au premier rang. Il y a l'avocat de la partie civile qui joue quand même une grosse partition. Mais là, c'est la réalité de ce procès, c'est qu'effectivement, l'engouement pour Pierre Goldman a littéralement englouti la partie civile et la partie victime. Mais ça, je crois que c'est la tragédie de tous les procès, c'est qu'il y a un gagnant et un perdant. Et c'est terrible, en fait. Parce que forcément, on s'identifie à la famille de Goldman, aux parents. Enfin, on se dit que c'est un immense soulagement, l'acquittement. Mais effectivement, en face, il me semble que quand même, on a insisté sur ça dans le verdict. En face, c'est une deuxième mort, en fait.
que la justice ne reconnaisse pas l'assassinat ou l'assassin de votre mère, de votre fille, enfin voilà, de quelqu'un de votre famille, je pense que c'est terrible. Ah, voilà. Il serait temps. Bah pourquoi pas. On me demande, vous avez tous entendu? Oui. Pourquoi un film sur Pierre Goldman? C'est une question très large. J'espère y avoir déjà répondu au début. C'est-à-dire que pour toutes les raisons qu'on évoque depuis quelques minutes, là, pour sa personnalité, et puis aussi, je trouve que cette affaire est plus large que l'affaire, en fait. Ça convoque aussi beaucoup de choses de la société des années 70, qui elle-même convoquait des choses de la guerre, etc., etc. Enfin, il y a... ça raconte une forme d'utopie de cette époque, une utopie qui est quand même qui a mal survécu à ces années. Puis voilà, puis il y a aussi des choses par contre qui résonnent avec l'époque d'aujourd'hui, mais il y a toujours 1000 bonnes et mauvaises raisons de faire un film. Alors, dans la salle, oui. Encore une question ici. Oui. Qu'est-ce qu'a fait Pierre Goldman entre sa libération et son assassinat? Est-ce qu'il s'est exprimé à nouveau sur le crime? Moi, j'ai pas trouvé d'interview audio de Goldman. Je l'ai jamais entendu parler. Il y a eu quelques interviews. Il a surtout écrit un livre qui s'appelle Archibald Rapaport, je crois, qui est une fiction pure, qui faisait le portrait plutôt d'un type, je crois, d'un braqueur qui avait assassiné. Donc cette fiction a troublé beaucoup de gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui étaient parmi ses soutiens, qui ont pris un peu leur distance avec lui après l'apparition de ce livre. Hein. Voilà. Ça a fait partie des choses qu'on jeté un peu d'ombre sur son mythe. Et puis après, c'est toujours des hypothèses. Il a plus ou moins replongé dans des trucs de voyous ou pas. Et visiblement, il a été victime soit d'un règlement de compte, soit on ne sait pas en fait. Voilà. Mais bon, il a eu un enfant voilà, avec cette femme qu'on voit témoigner. Alors, un autre message. Enfant posthume, qui est né quelques jours après son assassinat. Bravo pour le film. Il paraît que Joël Lautric, donc là on revient aussi sur l'après-procès, est revenu sur son témoignage pour dire qu'il avait menti. Pourquoi n'en parlez-vous pas? Parce que je fais le procès, je fais pas l'après-procès. Donc, mais par contre, il me semble qu'on a quand même montré que son témoignage était extrêmement fragile. En tout cas, il est clairement dit devant la cour qu'il a changé d'avis et de version souvent. Lui-même dit j'affirme, mais il a l'air peu ferme dans son affirmation. En même temps, on sent aussi que c'est un homme noir face à une justice de blanc, de mâle blanc. Enfin voilà, donc ça le met aussi dans une position difficile que lui-même dénonce. Effectivement, il est revenu, mais il est revenu. C'est-à-dire que je crois qu'il est revenu sur son puis il est revenu à nouveau en disant que si Goldman était chez lui. C'est le maillon faible de cette affaire. Hein. C'est Lautric. J'espère qu'il m'entend pas. J'espère qu'il n'est pas dans une des 36 salles. C'est possible. Mais s'il y est, qui s'exprime, qui donne sa version définitive. Pour le moment, j'ai pas de définitive. message de sa part. C'est le maillon très fragile de cette affaire. Alors, un autre message sur un des autres acteurs du film. Pourquoi avoir choisi Arthur Harari, cinéaste, pour jouer Kiechman? Est-ce lié à votre propre expérience de cinéaste comédien? Non, pas du tout. Je suis pas assez suicidaire pour prendre un acteur juste parce que je le trouve bon cinéaste ou parce que moi-même je trouve ça marrant de prendre un cinéaste parce que moi-même de temps en temps je fais l'acteur. Ça serait vraiment fou quoi, comme décision. J'ai pris Arthur Harari parce que j'étais convaincu qu'il ferait un excellent Kiechman. Je l'avais vu jouer déjà dans des courtes apparitions dans d'autres films. Je savais même pas, j'avais pas relié son visage avec ses films de réalisateur, donc c'était vraiment en toute innocence. Et quand j'ai cherché un comédien pour Kiechman, son visage m'est venu en tête. Je sais pas, ça s'est aligné comme ça, comme un flash, sans savoir s'il allait pouvoir tenir le rôle. Et on a beaucoup travaillé. Il a fait des essais aussi. Il s'est beaucoup entraîné. Il est venu faire des répétitions avec les autres acteurs. Il s'est préparé parce que c'était un rôle très conséquent et moi, je le trouve remarquable. Alors, il y a une sacrée coïncidence, puisqu'il y a à l'affiche
au mois d'août la sortie d'Anatomie d'une chute, hein, qui est donc la Palme d'Or et qui est aussi un film de procès. Qu'il a coécrit. Qui a été coécrit par Arthur Harry. C'est une totale coïncidence. Peut-être de lui non, mais de moi oui, parce que quand je lui ai proposé le film, je ne savais pas du tout ce qu'il faisait. Vous savez, les gens sont assez discrets sur les films qu'ils sont en train d'écrire, donc ni il m'a dit qu'il était en train d'écrire ce film avec Justine Triet, et encore moins le sujet, quoi. Non, on a parlé que de Goldman. Je lui ai dit que je pensais à lui pour jouer Kiechman. Il était à la fois effrayé et emballé. Enfin voilà, alors que lui, dans sa tête, s'est dit c'est incroyable. Oui, sans doute. Oui. Voilà, lui, il a dû y voir. Et puis les tournages se sont enchaînés. Je crois qu'il a fait le film ils ont tourné le film de Justine Triet, puis juste derrière, il est arrivé sur notre tournage. Donc lui, alors là, à ce moment-là, je savais qu'il y avait une grande partie du film où il y avait un procès. Mais non, de mon point de vue, c'est une pure coïncidence. D'accord. Alors, une question là-haut. Oui, merci pour le film. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Goldman, parce qu'en sortant, enfin la fin du film, c'est il apparaît ni sympathique ni antipathique. Il y a une espèce de neutralité qui est très intéressante. Je veux revenir à la fin. Il est écrit dans les dernières images que ceci est une fiction et que, à certains moments, vous avez pris certaines libertés, ce qui est tout à fait logique. Mais est-ce que vous avez pris des libertés sur des témoins, où vraiment ceux qui apparaissent ont vraiment témoigné? Non, c'est les vrais témoins. Enfin, c'est pas les vrais, c'est joué par des acteurs, mais non, c'est basé sur les vrais témoignages. Même leur identité, même leur histoire, leur témoignage. Non, on n'aurait pas été malin de changer les témoignages, parce que vraiment l'affaire, elle est intéressante dans la fragilité des témoignages. C'est-à-dire la fragilité, mais quand même la régularité des témoignages. C'est-à-dire qu'il faut quand même préciser qu'il n'y a pas un témoin qui ne le reconnaît pas. Mais en même temps, chacun arrive avec ses contradictions, ses maladresses de langage, ses petites phrases un peu déplacées, voire racistes, et tout ça fragilise globalement l'entièreté de ces témoignages. Et là, je pense d'un point de vue historique, du respect de l'affaire, mais aussi d'un point de vue sociologique, entomologiste, ça aurait été vraiment très dommage de les... Au contraire, on a cherché des acteurs qui se rapprochent le plus possible socialement, enfin sociologiquement des témoins. Oui, mais vous avez pas... Il n'y a pas eu d'autres témoignages et pour les besoins... Ah, c'est ça, oui, d'accord. Mais on a mis les capitaux, les témoignages capitaux. Mais si, bien sûr. Vous savez, le procès a duré 5 jours, le film fait 1h50, donc c'est une réduction. Il y a eu, dans les choses un peu importantes, il y a eu le directeur de la prison qui a témoigné de façon très favorable à Goldman, en disant qu'il était un prisonnier exemplaire, extraordinaire, qui avait aidé tous ses co-détenus. Et Goldman lui coupe la parole en lui disant « on s'en fout », en gros. Je crois pas qu'est-ce qu'on a écarté comme témoignage très important, Benjamin? Il y a par exemple Lautrec. Dans l'appartement de Lautrec, il y avait beaucoup de monde. Il y avait le beau-frère, la cousine, je sais pas quoi. Tous ces gens-là ont défilé avec des versions totalement contradictoires sur l'heure, le machin. Donc on aurait pu faire le défilé de toute la famille, mais enfin voilà. Mais à un moment, on a fait des arbitrages en fait. Des fois, les choses sont racontées toutes seules. Par exemple, il y a ce camarade de guérilla vénézuélien, peut-être qu'il y en a eu d'autres. Enfin bon, voilà. À chaque fois, on a pris le témoin qui nous paraissait le plus important. Alors, une question d'une autre salle. Goldman a-t-il vraiment dit la dernière phrase après les plaidoiries, ou est-ce une interprétation de l'importance de sa judéité pour lui? Alors, ni l'un ni l'autre. Il ne l'a pas dit au procès. Il l'a dit dans une interview qu'il a dû donner 1 an ou 2 après le procès. Et j'ai trouvé cette phrase tellement forte, tellement importante, que j'ai pris la liberté de la rapatrier dans le procès. En conclusion, donc c'est une phrase qui devient très importante puisqu'elle conclut le procès. Et elle est d'abord, pour moi, elle est très forte, très belle. Tout le monde l'a bien en tête. En gros, il dit « J'espère que je n'ai pas instrumentalisé l'antisémitisme de façon à laisser croire que quelqu'un qui accuserait un juif d'être un assassin serait forcément un antisémite. » Et surtout, elle vient un peu en contradiction avec tout son modèle de défense avant, puisqu'il convoque beaucoup le racisme et l'antisémitisme. Et
Donc non seulement je la trouvais très belle, très forte, mais je la trouvais très importante en fait. Je trouvais ça mais évidemment, j'aurais pas inventé cette phrase s'il l'avait pas dite. Mais je trouvais très important que cette parole soit dans le film. Autre question, vous êtes-vous basé ou inspiré par 12 hommes en colère? Non. Voilà. Ça suffit? Réponse simple et courte. Non, mais on adore les films de procès comme tout le monde. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faudrait faire une analyse de pourquoi on aime tant les films de procès. Peut-être quelqu'un a la réponse dans la salle, ça m'intéresserait. Les jurys aiment bien en tout cas. Hein, les jurys aiment bien. Tout le monde aime les films de procès, non? Oui. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un genre qui est très... Voilà. Donc on avait chacun nos références, les acteurs, la scénariste. 12 hommes en colère en faisait partie, c'était pas forcément la plus importante, mais je dois dire qu'on s'est pas tellement référé à des films, à des fictions. On était vraiment dans notre travail de par rapport au documentation. fait principal. Ouais. Et puis il n'y a pas d'image des procès en fait. À part il n'y a que la fiction qui nous donne une image des procès, puisque les procès n'ont pas le droit d'être filmés, en France en tout cas. Donc c'est quand même un angle mort dans notre vie sociale. Alors, on se dirige vers les dernières questions. Ici, au deuxième rang. Merci. C'est très court. Alain Krivine a parlé souvent de Goldman, qui était donc son ami. Il avait pris peut-être après le livre là, de Ses distances. Et donc il n'apparaît pas dans le film. Il n'y a pas de témoignage. On ne le voit même pas présent, alors que peut-être il était... Je ne sais pas s'il était présent au second procès. Oui, il y avait 100 personnes connues qui étaient présentes. Il y avait Beauvoir, Sartre, Françoise Sagan, la liste est sans fin. On a vraiment mis ceux qui nous paraissaient symboliques, en fait. Donc Simone Signoret, parce que c'était la plus connue, c'était vraiment la star, et elle était presque une caution pour Pierre Goldman. On a mis Régis Debray, parce que lui, il a fait la guérilla en Bolivie, il a été arrêté. Enfin, lui, il avait un parcours très proche de Pierre Goldman et de ces quelques Français qui sont allés en Amérique du Sud. Et on a mis Jean-Jacques Goldman, parce que... Jean-Jacques Goldman, voilà. Mais c'est tout, en fait. Mais parce que sinon, on aurait fait un film de sosie, ça aurait été l'enfer. Vous auriez passé votre film à essayer de reconnaître les gens. D'abord, ça aurait été un casting très très long, très fastidieux. Donc voilà, on a voulu rester un peu symbolique sur... Mais effectivement, il y avait beaucoup de Serge Julie, Bernard-Henri Lévy, je crois, y était aussi. Enfin, bon, la liste est interminable. Il en a parlé avec émotion parce que c'était comme un ami de jeunesse, le décrivant plus comme un petit braqueur. Non, mais Kiechman et Chouraki, les deux avocats qu'on a rencontrés, aimaient beaucoup Goldman aussi. C'était une rencontre très forte dans leur vie. Puis après, ils ont été effectivement... tous très troublés par son deuxième livre. Voilà, avec le temps, il y a des questions qui se sont posées. Effectivement, quelqu'un l'a dit, il y a quand même des soupçons. Enfin, en tout cas, on n'est pas sûr à 100% qu'il soit innocent. Donc ça a troublé les gens, forcément. Il y a un trouble. Merci. Alors, il y a deux questions, ouais. D'abord là, et puis ensuite là. La plus grande difficulté, ça a été plus de rendre abordable le droit pénal ou d'aborder la complexité du personnage? Pour nous? Au scénario? Ouais, scénario. Non, la plus grande difficulté, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est de reconstituer le procès. D'avoir le maximum d'informations pour se rapprocher le plus possible de ce qui s'était vraiment dit au procès. On n'a pas eu les minutes du procès. Les minutes, c'est ce que les greffiers notent. Donc la scénariste a fait, Nathalie Herzberg, je lui rends hommage, elle a fait ce travail seule, elle a reconstitué l'entièreté du procès en croisant les articles de journaux de façon à se rapprocher le plus possible de la vérité. Et elle a sorti un document de 300 pages qui nous a servi de base à l'écriture. Après, non, on n'a pas eu vraiment de... Après, il fallait trouver un ordre de passage, il fallait organiser la matière de façon à... Nous, on avait quand même en plus du souci de vérité, le souci de s'adresser à des spectateurs. Donc il fallait aussi qu'on se projette dans le fait que les gens allaient quand même suivre ça, que tout soit clair, mais que tout soit passionnant, que tout soit palpitant, que ce ne soit pas un long tunnel de paroles et d'ennui. C'était notre crainte. Alors, une dernière question.
Je voulais juste savoir, par rapport à ces années en Amérique du Sud, si vous aviez pu échanger avec Régis Debray et savoir s'il y avait vraiment un engagement militant quand il est parti. Oui, c'est ce que dit Barreto à la barre. Il dit, est-ce que tu es prêt à mourir pour une cause qui n'est pas la tienne? Et il lui répond, non seulement je le veux, mais je ne souhaite que ça. Oui, mais après... Alors après, il y a toujours un peu de, comment dire, d'exaltation chez Goldman. Hein. On ne sait pas quelle est la part de conviction, d'exaltation. Parce c'est aussi quelqu'un qui se rêve en héros, qui se rêve en résistant. Que c'est de la discussion, enfin, pas forcément passer à l'acte. Il y a une part de fantasme chez Goldman, effectivement, qui est très forte, parce qu'il dit qu'il veut être un juif guerrier, qu'il veut prendre les armes, il veut plus subir ce sort d'être juif. Donc il y a beaucoup de rhétorique. Donc c'est vrai que chez Goldman, la question, c'est toujours la rencontre de la rhétorique et de la réalité. Et c'est les mêmes questions qui se posent sur l'affaire des pharmaciennes, en fait. D'un point de vue rhétorique, on a l'impression qu'il n'y a aucune raison qu'il ait fait. Il est assez convaincant quand il dit c'est contraire à tous mes principes, je ne pourrais pas tirer sur des femmes qui en outre ne m'avaient rien fait. Et puis après, il y a le contact avec le réel. Donc c'était quoi la question? Non, j'ai pas parlé avec Régis Debray, je l'ai pas rencontré, je le connais pas, je l'ai pas rencontré. Donc, alors, j'ai encore... Mais j'aimerais bien. Beaucoup d'autres questions, pardon, je peux pas toutes les transmettre, hein, pardon aux spectateurs des autres salles. Alors on salue les gens qui nous... Merci beaucoup, bonne chance pour le film. Merci. Merci au producteur Benjamin Elalouf qui est avec nous ce soir. Merci à la société Adutam. Et à très bientôt. Merci beaucoup.